Je vous présente Eric. On est super content d'avoir une keynote de cette qualité. Il est spécialiste vraiment du sujet parce qu'il vient du régulateur européen de PISA. Il a vu notamment en Grèce, c'est ça. Et il est venu spécialement pour nous voir. Donc, je vous invite pour le coup à l'applaudir chaleureusement. Oui, bonjour, bon, spécialement. Pas forcément, hein, dire que ma famille habite en bas de là. Bon côté, je suis quand même très content d'être ici, parce que aussi j'ai été dans l'écosystème une bonne vingtaine d'années avant de déménager. Donc, peut-être un petit mot d'abord sur l'ENISA. Donc, l'ENISA, c'est l'Agence européenne de cybersécurité. Nous ne sommes pas un régulateur, nous sommes plutôt des gens qui conseillons. On conseille un peu tout le monde, on peut conseiller vous. Généralement de manière générique, donc on va publier des rapports qui vont aider des industries ou parfois je m'adresse par exemple aux PME. On travaille aussi beaucoup pour assister les États dans la mise en place de toute la stratégie de cybersécurité. Et on travaille aussi avec la Commission européenne pour les aider, en particulier, pour des réglementations autour de la cybersécurité. Donc moi, mon rôle, généralement, c'est de travailler sur tout ce qui est certification, donc en particulier de développer un schéma de certification pour les services cloud, justement. Mais il y a aussi d'autres choses, et une de ces autres choses, c'est de s'occuper de comment on va faire de conformité pour le CRA, avec les équipes qui développent le CRA à Bruxelles. Donc, premier avertissement, c'est que le CRA, c'est quand même quelque chose qui est en cours, donc c'est pas fini, c'est en cours de négociation. Les négociations, c'est quelque chose de très important, parce que, vous voyez comment ça fonctionne, il y a une proposition de la Commission, après il y a une discussion avec le Parlement, avec les États membres. Les États membres et le Parlement font appel généralement à un certain nombre d'experts, donc les États membres, ils en ont, les parlements, généralement, ils sont plus à l'écoute de l'industrie. Mais doit-il que des réglementations comme ça ont tendance à évoluer pas mal dans les détails techniques dans ces phases-là. Donc, il faut faire assez attention. Les grandes lignes vont probablement rester, les détails, il faut les prendre avec beaucoup de précaution. L'autre chose aussi, là je vais vous parler du CRA, c'est au cœur de la problématique, parce que c'est vraiment une réglementation qui s'applique à énormément de produits. Par contre, il y a énormément d'autres choses qui se passent autour, et donc il y a une tendance aujourd'hui assez forte à ce que la cybersécurité soit de plus en plus partout. Donc ça, on y reviendra sur la fin. Donc, le plus gros de la présentation, en fait, c'est pas une présentation que j'ai faite moi, j'ai choisi de prendre la présentation que fait la commission quand il présente ce que c'est que voilà. Donc, excusez-moi s'il y a parfois des petites hésitations, c'est moi qui les ai écrites, donc je les maîtrise moyennement. Donc, je vais essayer d'aller assez vite, hein, donc d'ailleurs vous les aurez, hein, vous aurez à la fin. La base du CRA, c'est qu'évidemment, il y a de plus en plus de problèmes liés à la sécurité, des incidents, ça coûte cher. Il y a énormément d'incidents, en particulier dans les infrastructures critiques, ce qu'on appelle les NAG. Donc, ce sont des choses où on a des problèmes. Donc, l'ENISA, on travaille là-dessus. Donc, on va un rapport sur les menaces émergentes pour 2030, aussi de voir un petit peu pour l'avenir. Bon, le rapport, il n'est pas très. 2030, c'est demain. Hein, donc, les menaces, on suppose qu'elles ne vont pas changer de manière énorme. Mais on voit quand même des tendances assez fortes sur des choses qui augmentent. Donc, en particulier, par exemple, l'utilisation ou l'exploitation, on va dire, pas très amicale de l'intelligence artificielle est quelque chose qui va poser problème et qui va en poser de plus en plus. On a des petites tendances comme ça qui vont changer un petit peu la donne pour certaines attaques. Donc le CRA, pour résumer, donc ça c'est le slide essentiel de la présentation de la commission, c'est que aujourd'hui vous avez des produits avec plein de trous. L'idée c'est qu'il y en ait moins. Donc le CRA, l'idée c'est pas de dire tout va devenir parfait, le monde va être idéal. L'idée c'est de dire on a l'impression qu'en termes de cybersécurité, il y a un peu des manques, que la tendance n'est pas bonne, il y a de plus en plus de problèmes, et donc
l'idée de la réglementation, c'est de forcer un peu à inclure la cybersécurité dans la réflexion et donc de diminuer les coûts qui peuvent après donner lieu à des attaques. Donc, en termes d'obligations, donc l'idée c'est de mettre en place dans des règles de cybersécurité. La chose essentielle, c'est que c'est basé, c'est ce qu'on appelle le New Legislative Framework. Et ce qu'on pense, c'est que le New Legislative Framework, c'est la législation qui réglemente la mise sur le marché des produits, de tous les produits. Donc, on n'est pas en train de parler de quelque chose qui s'applique à certaines personnes, ça s'applique à tout le monde dès que vous avez un composant électronique. Donc, c'est quand même quelque chose qui est très large en matière d'application. Donc, les obligations, c'est pour tout le monde, que vous soyez celui qui développe, celui qui importe, qui distribue. De toute manière, on trouvera quelqu'un qui est responsable. C'est la personne qui met sur le marché. Donc, quelque part, c'est plus facile pour quelqu'un qui est lui-même un développeur et un fabricant plutôt que pour un groupe importateur qui va devoir aller voir son fournisseur de je ne sais pas où pour s'assurer qu'il est en conformité. Et bon, ce sont des choses qui sont très classiques. Hein. Aujourd'hui, tous les produits qui sont mis sur le marché en Europe ont des contraintes similaires. Ensuite, quelque chose d'important, c'est que les requirements, ce n'est pas simplement quelque chose qu'il faut démontrer une fois, ça doit être valide sur tout le cycle de vie du produit. Ou 5 ans. C'est pour les produits qui sont prévus pour avoir une vie longue, c'est 5 ans. Pour ceux qui sont éventuellement de durée plus courte, c'est la durée de vie du produit. Il y aura des standards et il y aura évidemment des vérifications et de la surveillance. Donc, on va revenir un petit peu sur tout ça. Donc, en termes de scope, donc on parle de tous les produits qu'ils appellent avec des éléments numériques. Donc, en gros, c'est tous les produits hardware. Vous vendez un machin qui a de l'électronique dedans. On a beaucoup, hein, des machins avec de l'électronique dedans. Si vous vendez du software, quoi que ce soit, donc des composants, des OS, des applications mobiles, vous êtes dedans. Et aussi, la définition d'un produit avec des éléments numériques, ça inclut, et ça c'est une partie qui reste encore un peu à définir précisément, ça inclut aussi ce qu'on appelle le remote data processing, c'est-à-dire les services qu'il y a derrière. Donc, si on prend un exemple tout bête qui est, on va dire, un thermostat connecté. Donc, un thermostat connecté, c'est un truc souvent qui a un objet de thermostat. Souvent, il va y avoir le thermostat, il ne va pas parler Wi-Fi, donc il va y avoir un machin qui va lui permettre de se connecter au Wi-Fi, parler de son code propriétaire. Ce machin, il est dedans aussi. Il va y avoir une application, l'application, elle est dedans aussi. Et il va y avoir derrière un back-end qui tourne dans le cloud quelque part, et il est dedans aussi. Donc, quand on parle de produit, c'est un produit pris dans sa globalité. Alors, les choses qui ne sont pas couvertes, ce sont des projets non commerciaux, donc en particulier dans l'open source. Donc, la définition de non commercial, il y a des débats en cours en moment sur comment traiter l'open source, comment rentrer dans les détails. On va en discuter à la pause. Et également tout ce qui est service. Et encore une fois, il y a des détails à gérer sur quand est-ce qu'on devient un service. Est-ce que, par exemple, un service en ligne comme Facebook, est-ce que c'est un service en ligne ou est-ce que, dans la mesure où ils ont une application mobile qui, elle, rentre dans le scope, est-ce que tout le service Facebook est aspiré dans le… C'est rare aujourd'hui, ce sont des choses qui restent totalement à définir. Et il y a d'autres exclusions qui sont en gros les produits qui sont déjà couverts ailleurs. Donc il y a déjà des réglementations pour un certain nombre de choses, des voitures, des systèmes médicaux, etc. Tout ça, c'est encore en compte, dans la mesure où il y a déjà des réglementations. Donc, en termes d'obligation, ce qui est obligatoire, ça va être de faire une analyse de risque du produit. Ensuite, on verra d'appliquer un certain nombre de mesures de bon sens en termes de cybersécurité, de s'occuper de mettre en place un mécanisme pour gérer tout ce qui est vulnérabilité et d'avoir toutes les informations nécessaires. Encore une fois, le technical file, si vous étiez quelqu'un qui mettait déjà des produits sur le marché avec un logo CE, c'est juste, vous avez quelques documents en plus à mettre dans votre technical file que vous aviez déjà avant de votre
Ensuite, il y a une partie donc, de vérification de la conformité. Il y a plusieurs manières pour le faire. Et ensuite, pendant toute la maintenance, donc il y a un certain nombre de choses à faire. L'essentiel étant de s'assurer que les vulnérabilités sont gérées de manière régulière. Et aussi, avec une obligation de reporting. Donc, si vous avez un problème, pas juste une vulnérabilité, mais que vous avez quelque chose qui est exploité. Donc, soit un incident réel, soit une vulne qui a été exploitée, vous avez réussi à choper la chose juste avant la catastrophe, et quand même le produit a été d'une manière ou d'une autre cassé. Il y a une obligation de notification. Donc, voilà, donc l'essentiel là-dessus, c'est que, encore une fois, c'est associé au marquage CE. Donc, le marquage CE, c'est quelque chose que vous voyez partout dans le quotidien, tous les produits qui sont en vente en Europe. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est important à comprendre parce que ça veut dire que maintenant, la cybersécurité, c'est un morceau essentiel dans, les qualités d'un produit. Donc, les requirements, encore une fois, c'est quelque chose de très classique. Vous avez déjà lu soit des recommandations, soit des standards, etc., sur la cybersécurité, sécurité par défaut, etc., etc. Rien de bien particulier. Il y a des choses un petit peu faciles, il y a quand même. La minimisation des données, c'est quelque chose qui n'est pas très classique, qui est plus lié généralement à des choses de gestion des données personnelles, etc. Ça en fait partie. C'est quelque chose qui est prendre attention. Aussi, explicitement, le fait de limiter les pas d'attaque. Donc, on est explicitement de désactiver les ports inutiles. De ne pas mettre une librairie entière, c'est de servir d'une seule fonction. Voilà. Ce genre de petites choses, a priori, font partie des données. En termes de tout ce qui est gestion des vulnérabilités, donc l'essentiel, c'est un certain nombre de choses donc, classiques en termes de gestion de vulnérabilité, mais qui ne sont pas faites. Donc, c'est d'identifier et de documenter toutes les dépendances. Donc, en gros, ça revient à faire des LSBOT, donc on a une liste de tous les composants software qui sont utilisés. Vous n'avez pas à la rendre publique. Il faut juste qu'elle soit là, il faut juste qu'elle existe. Donc, l'idée n'est pas de la rendre publique, l'idée c'est de s'assurer que vous l'avez, qu'elle est maintenue à jour. Que donc, ce qui peut vous arriver, c'est vrai, il y a de la surveillance. Donc, le jour où vous avez une fuite, il va falloir démontrer que vous avez tout bien fait, etc. C'est pour ça que s'assurer que cette SBOT est là. Il faut évidemment s'occuper des vulnérabilités sans délai. C'est pas de le faire dans les 2 heures, il faut le faire assez rapidement. Des tests réguliers. Donc le reste, c'est tout à fait classique. Des mécanismes pour le sécurité. Et ici, ça doit être gratuit. Vous n'avez pas le droit de faire payer pour les updates de sécurité. Alors après, en termes de documentation, il n'y a rien de bien spécifique. Donc, c'est vraiment la documentation technique. La déclaration de conformité, c'est celle de vous engager sur l'honneur à avoir respecté ce qu'il y a avec la documentation, plus les informations de transparence qui sont également très classiques. Donc, la manière dont c'est censé être utilisé, c'est vraiment important parce qu'il va y avoir des catégories de produits. Et ces catégories de produits, le niveau d'attention qui va être porté va dépendre de cet usage prévu. Si vous prévoyez de pouvoir être utilisé dans des environnements extrêmement sensibles, vous allez attirer plus d'attention que si vous dites non, moi c'est un machin consommateur. Voilà, donc là il faut faire attention parce que c'est une question de positionnement de produit et c'est dans les deux sens. Hein. Si vous sous-estimez, vous aurez moins de contraintes. D'un autre côté, le jour où vous essayez de vendre à quelqu'un qui gère une centrale nucléaire, il va dire ouais, mais enfin, vous n'avez pas pris les systèmes au risque. Donc moi, il faut faire attention comment on se positionne. Il y a vraiment des décisions à prendre sur ces sujets. Justement, en termes de la manière dont on va s'occuper de vous, donc l'idée c'est que pour la plupart des produits, vous allez tomber dans la catégorie par défaut. Donc c'est un self-assessment, c'est-à-dire c'est vous qui vous occupez de vérifier que vous respectez les exigences de la réglementation. Enfin,
attention, il y a quand même une surveillance. Ce que ça veut dire maintenant, c'est que il n'y a pas de problème majeur. Vous n'allez pas aujourd'hui vous retrouver avec une impossibilité de mettre vos produits sur le marché. Tant que tout va bien, ça va. Le jour où vous avez une tuile, le truc, c'est que maintenant, au lieu d'avoir juste un problème, dire votre produit, il a eu un souci, donc aussi la sécurité, vous devez gérer la com, etc. Là, vous allez devoir gérer en plus le fait que, en France, c'est Annecy, qui va venir toquer à votre porte. Ah, j'aimerais bien avoir tous vos documents sur la cybersécurité, puisque forcément, vous les avez. Si vous n'avez rien, là, les problèmes vont vraiment commencer. Vous verrez qu'il y a d'autres problèmes aussi qui vont tomber dessus. Je pense que vraiment, ce qu'il faut en sortir ici, c'est qu'il n'y a pas de blocage, mais par contre, le risque de ne plus faire de cybersécurité devient de plus en plus élevé. C'est vraiment quelque chose qui devient un problème de plus en plus majeur dans le temps. Là, après, il y a des critiques. Donc là, voilà, dans le classe 1, c'est des choses qui sont, on va dire, quelque part, c'est des choses dont un des rôles principaux est de faire de la sécurité. C'est des choses dont la sécurité, c'est un peu leur raison d'être. Donc forcément, ils sont là-dedans. Dans la classe 2, ce sont soit des choses qui vont opérer dans des environnements plus sensibles, soit, donc on dépend entre firewall et industrial firewall. Donc, voilà. Et c'est aussi des choses qui amènent de la sécurité aux autres. Donc, typiquement, c'est là qu'on va trouver, si vous avez par exemple un CPU et vous dites que votre CPU est sécurisé, il va donc aider à faire que les produits sont bâtis avec, qui sont sûrs. Vous allez vous retrouver dans la classe 2 parce qu'il y a d'autres produits qui se reposent sur vous. C'est à peu près ça la logique. Cette liste-là, je pense que c'est la partie la plus mouvante de la réglementation. Donc, vous pouvez lire ce qu'il y a écrit. Il n'y a vraiment aucune garantie qu'aucun de ces machins sera toujours à l'endroit où il est. Et la dernière, donc, les medical sont des choses où il y a une certification obligatoire. Donc, on n'est pas sûr qu'il y en aura. S'il y en a, ça va être des choses dans le genre carte plus, etc., où on fait déjà de toute manière de la certification. Donc, il y aura une obligation, mais il ne fera que probablement que continuer quelque chose qui existe déjà de toute manière. Alors après, donc quand vous êtes au défaut, vous faites ce que vous voulez. En classe 1, vous avez le choix entre plusieurs choses. Un qui est d'appliquer un standard harmonisé. On va développer des standards qui vont détailler un peu plus ce qu'il faut faire en termes de sécurité avec des checklists. Vous allez pouvoir appliquer ça. Si vous l'appliquez à 100%, vous êtes... Ou vous pouvez aller voir un tiers, donc un labo, qui va s'occuper de faire les vérifications. En classe 2, vous n'avez plus le choix du standard. Vous êtes obligé d'aller toujours appliquer le standard, mais vous devez quand même aller voir un tiers pour vérifier. Et là, vous avez la certification européenne obligatoire. Voilà. Et en termes de vérification par les tiers, donc les choix que vous avez, il y en a un, c'est quelque chose d'assez classique. Il y a une vérification du design qui est faite par un tiers. Après, il y a une vérification de production. C'est soit interne, soit pas. Donc, pour l'instant, pour la proposition, c'était interne, parce que c'est un peu remis en cause, puisque on appelle internal production control, ça veut dire que c'est une autre chose, c'est une vérification. On vérifie le design, mais on ne vérifie pas la production. Et en particulier dans le software, je trouve que le développement est souvent mis dans la production, donc le design, ça n'intéresse plus grand-chose. Donc, on se retrouve avec peu de vérifications faites externellement. Donc, il y a des. Ça, c'est encore un petit peu de culture. Ça pourrait devenir beaucoup plus orienté vers l'ANSES. Et l'autre, donc là, ce serait quelque chose où vous avez un système qualité, hein, donc un système dans les zones de paiement, et qui évidemment inclut tout ce qui concerne la cybersécurité, donc qui répond à des besoins. Et le Cyber Security Act, c'est la fameuse certification pour les choses les plus sensibles. Après, pour tout ce qui est surveillance, donc en termes de surveillance, il va y avoir des gens qui vont s'en occuper. Il y a des chances que ce soit les autorités de cybersécurité, comme l'ANSSI pour la France. Pas sûr encore, hein.
on a la norme qui d'autre va s'occuper de ça. Et donc, encore une fois, hein, le problème, c'est qu'est-ce qui se passe quand il y a une non-compliance qui est faite. Donc, une non-compliance qui est trouvée, ça va être de deux choses. Soit vous avez quelqu'un qui ne vous aide pas, qui vous dénonce, qui dit ils sont pas bons, soit vous avez un problème. Déjà. Donc, vous mettez que vous êtes déjà dans une situation qui n'est pas terrible, et à ce moment-là, vous allez avoir l'ANSI qui vient, et vous dit bon, ben, alors, vous êtes préparé que vous n'êtes pas bon, ouais, ben, il va falloir réparer ça tout de suite, montrez-moi tout ce que vous avez fait, etc. etc. Ils peuvent décider que ben, ce produit il est plus bon, il n'est pas bon, donc il est plus sur le marché. Il peut vous mettre des pénalités. Donc les pénalités, elles sont quand même suffisamment importantes. Hein. La somme de base, elle est suffisamment importante pour faire peur aux petits. Le pourcentage est suffisamment important pour faire peur aux gros. Donc c'est un peu l'idée. Hein. Donc, encore une fois, hein, les pénalités, vous les aurez probablement si vous êtes vraiment de mauvaise foi. Les pénalités fortes ont tendance à venir avec la mauvaise foi et pas quand on essaie de faire bien, on n'est juste pas arrivé. Bon, après, je ne vais pas insister sur la CVR procédure. Il y a toutes sortes de procédures quand, en plus, il y a des problèmes dans plusieurs pays. Et si jamais vous êtes vraiment dans les ennuis, dans ce cas-là, on va nous demander d'intervenir et de faire un état, mais bon, c'est principalement, en gros, s'il y a une bataille, en fait. Si votre produit, il y a des Allemands qui disent que ce produit, c'est une catastrophe, et l'ANSI vous défend. Ouais, il faut regarder. Voilà. Voilà. S'il faut, de préférence, on ne fera pas. C'est pas très agréable de faire un ensuite, donc, il y a des coopérations entre les États membres, donc, entre les autorités. C'est généralement ce qui se passe sans problème. Hein. Ils ont tendance à collaborer plutôt bien. Donc, ça veut dire que, encore une fois, si vous avez un problème sur un produit conçu et fabriqué en France ou n'importe où en Europe, ça va quand même vous rattraper assez vite. Voilà, donc il y a un certain nombre de choses qui vont passer. Il y a aussi d'autres, là j'y reviendrai, mais il y a d'autres réglementations. Donc, si vous faites de l'intelligence artificielle, vous allez avoir des besoins spécifiques aussi. Et si vous avez évidemment développé des données personnelles, encore une fois, bien tel qu'un incident pour attirer l'attention des autorités aussi, etc. etc. Bon. Il y a un certain nombre d'autres choses. On ne peut pas insister. Donc, nous, ce qu'on va essayer de faire, c'est générer un certain nombre d'informations. Donc, en particulier, l'ELISA va recevoir des informations concernant tout ce qui se passe dans l'incident, on va faire remonter évidemment à la fois individuellement, mais aussi en faisant des rapports sur les tendances. Ce qui veut dire qu'on va pouvoir aussi faire ce qu'ils appellent des sweeps. C'est-à-dire que si on constate à un moment qu'une catégorie de produits est systématiquement attaquée sur le même problème, on va demander aux États membres d'organiser une surveillance particulière. Ça veut dire que les gens qui fabriquent ce genre de produits, ils vont voir quelqu'un qui va leur dire alors, comment vous avez traité ce problème qui aujourd'hui est un petit peu problématique. Alors ça, évidemment, incapable de vous dire si ça arrivera une fois par an, une fois tous les 10 ans. Ça, c'est des choses, on verra. Enfin, les prochaines étapes, donc aujourd'hui, on a une proposition. Comme vous le savez, il y a des négociations qui sont en cours et il y a des élections européennes en mai. Donc ça veut dire qu'en gros, en 2024, la commission qui sont juste parce que ça commence à partir. C'est très très dur d'avoir des choses qui passent en 2024. Je ne suis pas certain que le CA arrive à passer à temps. Ça voudrait dire qu'au moins le trilogue se termine pendant l'espagnol. S'il n'y a plus qu'à le voter, ils sont très contents d'avoir quand même quelque chose à annoncer depuis 2024. S'il y a encore des négociations en cours. Mais toujours est-il que ce qui se passe, c'est que dès que ce sera adopté, il va y avoir des requêtes pour le développement du standard.
Après, il va y avoir un certain nombre de choses qui vont rentrer en application. Donc, l'obligation de déclarer les incidents, mois après, c'est pas une grosse obligation. Et après, l'application générale, en théorie, c'est 24 mois après. Il me semble probable que ce sera un petit peu plus tard, ne serait-ce que parce que sur nous, ça fait que développer un standard. Ils ne sont pas prêts. Donc, ils ne seront pas prêts à temps, donc on va retarder un petit peu. Je pense qu'au moins les États membres vont conditionner à 12 mois après la disponibilité des standards. Ça paraît une bonne manière de le gérer. Donc les fameux standards donc, qui seront développés soit juste au-dessus de LSI, soit à CNCDLEC. Donc l'idée de faire des standards harmonisés, c'est de s'assurer qu'on a quelque chose qui est à peu près compréhensible et qui est vérifiable de manière assez reproductible. On est capable de s'assurer que le travail est bien fait. C'est un peu compliqué pour la cyber, parce que reproductible en matière de cyber, c'est pas comme si on testait est-ce qu'on n'a pas de fuite de commandes. Mais bon, aujourd'hui, on est en train de regarder. On va essayer de se servir au maximum, évidemment, des standards existants. On verra, mais ça, ce sont des choses qui vont démarrer probablement assez rapidement. Après, comme d'habitude, il y aura probablement des choses qui vont se passer pour aider un petit peu, en particulier des choses que vous devez suivre. Si vous êtes en cas, allez voir le code SC, c'est saut. Donc, c'est le devrait être capable de vous dire ce dont vous pouvez profiter. Donc ça, c'était fini pour la commission. Moi, je termine un petit peu par autre chose, pour vous rappeler que le CRA, c'est quelque chose d'important, parce que déjà, c'est un petit produit, mais ce n'est pas la seule chose. Donc en particulier, le CRA parle de placement sur le marché, c'est-à-dire que normalement, c'est une vraie condition pour être autorisé à vendre le produit. Mais en même temps, on est en train de réviser la directive sur la responsabilité des produits défectueux, qui gère le problème de liability par rapport aux produits, donc aussi des garanties. Et donc, il y a une demi-phrase qui a été rajoutée, donc Defectiveness, Product Safety Requirements, including Safety Relevant Cybersecurity Requirements. So, voilà, donc ça dit rien, mais ça dit tout. C'est-à-dire que si vous avez un problème de cybersécurité qui amène à un problème de manque de sûreté qui reste à définir, ça veut dire. En tout cas, à partir du moment où vous avez de la cybersécurité, vous pouvez être responsable, au moins financièrement. Donc devoir rembourser tous les produits, devoir. Et c'est quelque chose qui aujourd'hui n'encourt pas. Tous les règlements qui sont aujourd'hui revus, et ça arrive périodiquement, à chaque fois ils font ça. C'est-à-dire que quelque part, ils rajoutent et la cybersécurité dans les choses qui doivent être bien gérées. Donc il y a une tendance générale. Je dirais que la grosse différence, c'est vraiment qu'aujourd'hui, il va falloir probablement s'en rendre. Dernière chose aussi qui est assez importante, il y a un certain nombre de réglementations, comme on l'a dit ici peu, qui sont passées dans l'année, donc qui sont pour les choses sensibles. Et quand vous regardez la liste des choses sensibles, c'est au moins la moitié de l'activité. C'est quand même assez important. Et c'est une directive, ce qui veut dire que la transposition française pourrait, sur certains points, être plus forte. Aujourd'hui, on ne la connaît pas, elle va sortir dans un an. Au maximum, la deadline est octobre 2024, elle sera sortie, c'est sûr, dans un an. Mais celle-là, il faut la regarder aussi avec attention parce que voilà, les Français peuvent demander plus que ce qui était dans la date. Et ils ont tendance à le faire, je donc, voilà. Souvent, la France va un petit peu plus loin sur cette conversation. Dernière chose, en fait, sur tout ce qui est standard, évidemment, c'est quelque chose qui est un petit peu compliqué. Il y a des standards de développement pour la RED, qui est la Equipment Directive. Ces standards, ils sont un petit peu des précurseurs de ceux qu'il va y avoir pour le CRA. Si vous vous occupez de standards, ils sont en cours de développement en CNCDLEC. Vous pouvez ça, c'est quelque chose, évidemment, bon, pour avoir les ressources, pas tout le monde est capable de suivre le développement des standards, mais ceux qui ont les ressources pour le faire, qui peuvent faire des choses en commun, par exemple, la même chose,
Et vous pouvez essayer de suivre ça. C'est assez important parce que, comme les standards mettent du temps à venir, si vous attendez que le standard soit là, vous allez être surpris éventuellement. Alors qu'il est très probable que ça, quand il va sortir officiellement, ça fera déjà au moins 1 an ou 2 ans, il est quasiment figé. Parce que le gros du travail se passe au début, puis après, c'est des longues phases de fignolage. Donc, pendant le fignolage, il ne se passe pas grand-chose, mais ça veut dire que vous pouvez commencer à vous préparer si vous avez accès. Et donc, qu'est-ce que vous devez faire? Donc, encore une fois, ça ne va pas changer votre vie tant que vous allez bien. Donc, si vous avez déjà fait des choses en termes de cybersécurité, ben, c'est bien. Donc, vous avez juste à essayer de vous assurer que vous avez quelque part des preuves, vous avez des éléments de preuve pour ça. La gestion des vulnérabilités est un petit peu plus pénible que ce que font la plupart des gens. Pareil, en termes de traçabilité, il faut faire assez attention. Par contre, si vous n'avez rien fait, si vous, voilà, c'est pour la prochaine fois, je pense que le niveau de risque augmente. Donc, il y a de grandes chances que si vous ne faites rien, il ne vous arrivera rien. Mais le vrai problème, c'est que c'est vraiment quelque chose où les incidents, quelque chose qui n'était pas majeur, peut se retourner en catastrophe parce que d'un coup, vous avez un problème cyber, vous avez des clients qui se retournent, vous demandent de l'argent, de la dédommagement, vous avez l'État qui vient vous demander ce que vous avez fait et vous demande de retirer le produit du marché. Vous pouvez vous retrouver assez vite dans une situation très pénible, alors que le problème n'était pas si mal avancé. Je pense que le vrai problème, c'est qu'au fur et à mesure que les réglementations s'étoffent, le risque de ne pas faire de cybersécurité devient de moins en moins acceptable. Je ne sais pas aujourd'hui où ça en est en termes des PME, c'est des questions qui sont régulièrement posées, et je pense que c'est des choses qui aujourd'hui, quand vous portez un financement, etc., vont probablement devenir plus courantes qu'elles ne le sont pas déjà. Voilà. Merci. C'est bon pour une question. Je pense qu'on va un micro. On va pouvoir faire passer. Merci beaucoup. C'est le moment. Ouais. Si c'est fait Blancheton, on est des anciens collègues, j'étais à l'église inventariée. On a une question un petit peu, on veut ça, donc là on se fait beaucoup sur ce qui va arriver en Europe. Il y a des efforts dans le monde, on voit ce qui se passe au niveau des États-Unis, on voit la relation au Royaume-Uni. Est-ce qu'il n'y a pas un risque que l'Europe soit à la traîne? C'est ça. Question sympa, donc ça. À la traîne, non. On était dans une discussion avec des US hier, ça c'est le sujet. Donc, nous sommes en train de nous coordonner avec mais c'est pas facile. Les approches sont très différentes. Ils ont des approches toujours basées sur le volontariat. Nous, c'est pas exactement ça. Donc, c'est assez différent. Aujourd'hui, je pense que, je suis pas devin pour savoir exactement ce qui va se passer, mais les solutions que je vois venir de plus en plus, c'est qu'on essaie on va essayer sans doute d'harmoniser au maximum les standards. On essaie de s'assurer aussi, quand on fait des standards de schéma, certification, de simplifier le travail pour les gens qui doivent être conformes à la première chose. Quelque chose auquel on a fait très attention dans le cloud, c'est-à-dire qu'on va vous demander vos certifications, il y a énormément de travail, c'est compliqué à obtenir. Par contre, ce travail, il est pour 90% commun avec ce que vous allez devoir faire pour obtenir un SOC 2. Ce sera un peu plus qu'Admin 1, plutôt que SOC 2, mais toujours est-il que si vous voulez obtenir plusieurs choses, le travail peut être mis en commun à ça, on peut le faire. Au-delà, les reconnaissances mutuelles, etc., ça demande une volonté politique forte. Pour moins de 20 ans.
Je pense qu'on n'est pas à la bourre. Hein. Clairement, aujourd'hui, il y a de la communication et on apprend les uns des autres. C'est quelque chose en particulier pour qui aille aussi on communique régulièrement. On devrait y arriver. Voilà. Et juste pour savoir, en fait, c'est par rapport à actuellement, donc ça va être sur les nouveaux produits qui arrivent sur le marché au moment où Alors, parce que les produits oui et non. Non, mais il y a un produit qui sort aujourd'hui, donc maintenant, il faut pour un produit qui sort aujourd'hui, dans 3 ans, la version suivante sera. En fait, le problème, c'est qu'est-ce qu'on appelle un produit. Ça, c'est quelque chose aujourd'hui qui est toujours très compliqué à définir. Donc, ce qui sera légèrement différent, probablement, en fonction de si vous avez du soft ou du hard. Le hard, c'est simple, hein, la prochaine version du hard, la première version qui sort après, elle est bonne. Donc, voilà, donc ça dépend à quel point vous avez des nouvelles versions. Et pour ce qui est soft, c'est pareil, il va y avoir pas une mise à jour, mais la prochaine fois que vous changez de soft que vous distribuez dans le produit, probablement vous êtes considéré comme un nouveau produit. Et donc, je pense que les produits existants ne seront pas mis seront pas être conformes. Par contre, comme les produits ont tendance à évoluer, au moins dans le soft, vous pouvez être pris dans un engrenage. Les mises à jour sont considérées comme des nouveaux produits. Ça peut être ça. Voilà, donc il va sans doute y avoir un truc de minor, major. On peut pas, voilà, quand on mise à jour pour réparer une vulne, c'est pas un nouveau produit. Maintenant, si vous rajoutez une fonction, probablement, ça va changer. Ça, ce sera défini dans. On ne va pas donner les détails, mais il va y avoir toute une flopée des idées derrière qui vont donner des détails. Ce genre de choses-là, ce sera. Olivier me disait des trucs intéressants ce matin sur le niveau de maturité des entreprises aujourd'hui. Il faisait allusion au niveau de maturité des PME. Je trouvais que c'était mignon, parce que ce que là, c'était PME, c'était c'est un petit peu pour ça qu'on essaie de faire un peu de sensibilisation. Le problème, c'est que aujourd'hui, la sensibilisation, c'est en train un peu de monter, au sens où avant, ce serait quand même vachement bien de le faire. Aujourd'hui, vous ne faites pas, vous avez une épée de Damoclès sur la tête. Je pense que c'est vraiment ça qu'il faut apprendre aux gens, c'est que c'est encore possible hein, de lancer un produit en disant je ferai la sécurité derrière, ou juste avoir de la chance. Et le problème que PME va avoir, c'est que si le produit fait plus ou moins un flop, ça devrait passer. Il ne va pas se retrouver être une cible majeure. Si le produit se trouve être un super succès, sans sécurité, c'est là que ce succès peut se retrouver complètement bousillé par un produit. Donc, c'est là qu'il faut vraiment réfléchir en termes de risque. Et pour moi, c'est vraiment des décisions qui sont à prendre au niveau. Et c'est pareil comme je disais pour le marché, de décider en termes d'usage, qu'est-ce que vous définissez comme usage. C'est très clair que dans les directives, etc., c'est à peu près sûr qu'en France, ils vont exiger pour un certain nombre d'usages que vous soyez dans les catégories vertes. Donc, si vous ne répondez pas au requirement supérieur, pas dedans. Il y a des décisions stratégiques à prendre. Je pense qu'on est dans une nouvelle situation où jusqu'à maintenant, la cybersécurité est essentiellement comme un coup. Donc on essaie d'échapper. Alors que là, la cybersécurité va devenir en fait un impératif, plus ou moins l'exigence de risque associé. Il faut possible qu'on l'intègre comme un coup, mais comme un différenciateur sur le marché. On prend le problème complètement différent.
Je pense que c'est aussi une manière de travailler, c'est-à-dire que il y a 20-30 ans, etc., il y avait des produits qui étaient lancés avec des tests, on va dire, horizon douteux. Aujourd'hui, le fait de faire des tests à peu près corrects, c'est rentrer dans les mœurs. La cybersécurité, c'est un peu pareil, donc il faut que ça rentre dans les mœurs. Et encore une fois, c'est plutôt plus facile à prendre des débuts. Donc, le fameux security par design en défaut. Hein. En design, c'est quand même plus simple si on l'a pris en compte au début, si on doit le rajouter après. Surtout si on doit le rajouter en plein milieu d'une crise, faciliterait. Donc voilà, je pense que le message, il est là. C'est quelque chose aujourd'hui qui doit être pris au niveau stratégique. Je pense que c'est vraiment le message essentiel. Il y a une décision à prendre. Si vous n'y allez pas, et le ciel ne va pas vous tomber sur la tête, on ne va pas vous interdire. Sauf évidemment si vous êtes dans les trucs où vous devez passer chez les tiers. La situation est différente. Aujourd'hui, si vous tombez dans le scope du CRA, dans les catégories qui doivent avoir des assessments, ou si vous êtes dans des périmètres vous vendez avec des industries sensibles qui vont être couverts par le NIS, donc ce n'est pas une option. Vous ne faites pas, pour le moment, vous ne vendez rien. D'abord, vous ne passerez pas le confort. Avant de là, vraiment, ça va être un vrai problème. Et pour les gens qui font quelque chose de grand public, c'est vraiment une décision stratégique. Justement, vous avez dit que pour une entreprise qui développe un produit à l'évaluation à faire, on pas le généralement, elle a moins les moyens de se évaluer, on a des questions en termes de cybersécurité, et à l'inverse, une entreprise qui a des exigences fortes, comme les métiers, comme les métiers d'importance vitale, elle a des coûts de certification, de qualification qui sera produit par des technologies en France, c'est extrêmement coûteux. C'est intéressant la question à précédente sur la version qui sera labellisée, en fait, parce qu'il y aura des aides, en fait, pour inciter aussi les différentes entreprises de toute taille à pouvoir labelliser plus régulièrement avec plus facilement avec des finalement moins élevés, pour pouvoir favoriser le niveau de sécurité, finalement, qui est Pour les aides, je ne sais pas. Il y aura certaines aides au niveau européen, pas toujours facile à choper, mais c'est des choses qui existeront. Il y aura probablement des aides françaises aussi. Une des options qui sera probablement intéressante, c'est les fameux standards. Parce que un standard, démontrer la conformité à un standard, c'est quelque chose de technique. Il suffit d'avoir un ingénieur sécurité dans l'équipe qui sera capable de vérifier la conformité au standard. À la fois de la faire et de la vérifier. Il n'y a aucune obligation, quand vous faites une auto-obligation, que ce soit quelqu'un d'autre. On n'est pas justement dans le cas des tiers où il doit être complètement dépendant. Donc, c'est une auto-évaluation, ça doit être la même personne qui implémente et qui s'assure qu'il a suivi toutes les recommandations. Donc ça, c'est quelque chose qui est parfaitement probable. Du coup, ça veut dire qu'il doit quand même y avoir quelqu'un qui connaît la sécurité, la personne qui connaît la sécurité. Le coût, il va être pire parce qu'il va falloir embaucher, il va falloir prendre un consultant, pas tout moins cher. Je pense qu'il vaut mieux avoir quelqu'un dans l'équipe. Après, un des problèmes que moi je vois, m'inquiète toujours un peu, c'est que il y a régulièrement des universités, on récolte dedans, et c'est toujours la même chose. Donc, je leur parle de certification, et systématiquement, il y a un gars parmi les 50 ou 60 étudiants qui sont dans la salle, il y en a un qui est intéressé en faire, devenir un auditeur ou un investeur. C'est un métier qui est un peu exigeant, qui demande d'avoir un état d'esprit un peu spécial. Et effectivement, ils ont déjà des problèmes de recrutement, ça ne va pas s'arranger. Donc, c'est pas si facile que ça pour cette industrie de monter en puissance. Ça va être amusant de voir effectivement pour un peu qu'on éduque de plus en plus comment ils vont réussir à suivre et avoir des éditeurs
des gens cyniques de la question, on nous dit que 60% des OS utilisés dans la réalité, c'est du Linux. Et les OS, ça va être la catégorie la plus contraignante. Quand c'est de l'open source, c'est des personnes pour le faire classifier. Comment ça va marcher? C'est assez intéressant parce que c'est de l'open source, certes, mais c'est de l'open source commerciale. Donc, ils ne sont pas exprès. L'open source commerciale doit passer à la lumière. Donc, à partir du moment où vous utilisez une distribution que vous achetez ou pour laquelle vous achetez du support, l'open source c'est un gros problème. De toute manière, si vous regardez la manière dont est conçu le CRA, le CRA est construit sur le fait qu'on a une supply chain où on peut se reposer sur les composants en dessous. Donc, le CPU vérifie le truc, donc on peut s'appuyer dessus pour faire autre chose, c'est pas le cas. À partir du moment où on a des éléments open source qui n'ont plus d'obligation, on a un trou dans la raquette en matière de supply chain. Donc, il y a un problème de responsabilité. Ça veut dire que celui qui utilise le open source, c'est à lui de démontrer qu'il n'y a pas de problème. Donc, la discussion est un peu difficile avec la communauté open source parce que le problème, c'est que si eux ne veulent pas se mettre à travailler sur la cybersécurité, en gros, pas forcément d'être certifié terrain, mais au moins fournir des éléments qui permettront à leurs clients de ça va être de plus en plus compliqué de l'utiliser. Et quelque part, c'est quelque chose qui est réel un petit peu partout. Je pense que c'est une discussion qu'on avait avec les DS. Dans le même problème de supply chain. Ça veut dire que, certes, aux États-Unis, c'est volontaire, mais si vous voulez obtenir le label et utiliser les open source, vous devez quand même obtenir de l'assurance. Quelque chose. Donc là, aujourd'hui, il y a vraiment un trou. Je ne sais pas comment il va se régler. C'est quelque chose où il faut vraiment qu'on ait des grosses discussions entre les régulateurs du monde entier et les développeurs. C'est vraiment des freins. Tout ce qu'ils peuvent, ils ne passent rien. Et c'est pas bon pour eux parce que ça va devenir un gros risque d'utiliser de l'open source et c'est pas forcément bénéfique. Là-dessus, encore une fois, hein, c'est un peu comme les PME. Il faut qu'il y ait un petit changement de mentalité sur ce que ça veut dire de faire de l'open source. On revient au test, hein, c'était la même chose. Une fois qu'on peut peut-être sortir un petit machin open source, on publie un source. Non, on publie un source, on publie des sources de tests qui sont mises à jour à chaque fois qu'on fait un update, etc. L'idée, c'est de publier aussi un certain nombre de renseignements qui permettent de s'assurer de la sécurité. Pas si compliqué que ça. Quelqu'un a parlé de aide, il va entendre comment on est Je dois bien compris. Je disais que quelqu'un a mentionné des aides pour avoir pour aider les startups à les développements, les ressources. Pas forcément d'accord sur le point important. C'est pas forcément un point important, c'est juste que il faut avoir une personne qui comprend, il faut le prendre en compte dès le début. Rajouter c'est une catastrophe. C'est effectivement extrêmement coûteux. Ne prendre pas sérieusement, c'est probablement assez coûteux aussi. Prendre la sécurité comme étant une composante du produit normal, ça a un coût, mais c'est pas un surcoût extraordinaire. Donc c'est ça c'est vraiment ça, c'est une question de mentalité. Moi j'ai travaillé dans des PME qui faisaient des produits qui étaient certifiés au plus haut niveau aussi. On y arrivait, ça avait un coût, mais typiquement quand vous voyez une PME, les coûts n'avaient rien à voir avec ce que ça coûte sur des grosses entreprises, parce qu'il y a une agilité, il y a des choses qui sont plus faciles.
Typiquement, là où une entreprise va devoir mettre un système de contrôle d'accès super compliqué, etc., nous, on arrivait à expliquer aux évaluateurs que, bah non, nous, la porte est ferme avec une clé, et on connaît les mecs qui sont en droit d'entrée, donc s'il y a quelqu'un qu'on ne connaît pas, on le vire. C'était un peu compliqué, mais ils ont accepté. Il y avait 10 personnes habilitées qui se connaissaient. Il n'y a pas besoin de rajouter des pages. Simplement, dans la zone de développement, il n'y a que ces 10 personnes qui rentrent. Et ça, on se rend compte qu'en termes de coût, bah, c'est rien, c'est juste, il y a 3 pages à écrire, on va expliquer comment on fait, s'assurer que les gens le font bien. C'est tout. Donc, c'est un exemple trivial, hein, mais il y a plein d'exigences en termes de sécurité qui peuvent se régler de manière assez simple quand on est à petite échelle. Ça fait du talent en sécurité, en cybersécurité. Parce qu'ils vont mettre des webinaires, des cliniques, ce genre de choses, des lignes européennes, pour former les gens. On sait bien qu'il y a des talents aujourd'hui. Les écoles n'arrivent pas à fournir des talents. Et aujourd'hui, il y aura personne pour faire la sécurité. Il y a personne qui va marcher. Là, c'est compliqué. Ouais, c'est compliqué. Il y a des gens qui sont en train d'essayer d'y travailler en ce moment. Hein. Donc, il y a clairement des initiatives qui sont prises pour augmenter. Voilà. Le problème, c'est que la rapidité de mettre en place des initiatives au niveau européen, ça prend des années. On ne résout pas le problème d'aujourd'hui. Hein. Mais il y a des choses qui sont en cours. Et je pense que peut-être qu'une chose essentielle aussi, c'est en termes de formation, de s'assurer que la sécurité est suffisamment couverte pour les ingénieurs généralistes. Peut-être qu'on est obligé d'embaucher un spécialiste. On a parlé des standards. Moi, je parle beaucoup de standards. Ça va permettre de réduire les coûts, ça va permettre d'avoir des choses sur l'étagère. Par contre, aujourd'hui, on voit ce qui se passe avec la règle. Il y a eu une grosse discussion, il y a des données sur les standards. En fait, le préparation justement du développement de programmes de participation. Est-ce que tu penses que ça vaudrait pas mieux de prendre un standard de notre copain d'à côté, alors peut-être par exemple 35, de l'augmenter, plutôt que de donner la balle à nos copains de Bruxelles, alors je vais pas les nommer, mais il y a deux problèmes. La 303, 245, etc., ou n'importe quel autre standard, je pense que là-dessus, c'est très bien le standard. Autre chose de l'IoT. Maintenant, le problème, c'est que le CRA, ça couvre vachement plus que l'IoT. Donc, il va y avoir besoin d'un truc à l'arrêt. Alors, l'avantage, c'est qu'ils sont en train de souffrir sur l'arrêt, et ils souffrent vraiment. Hein, quelque part, participer à ce groupe de travail, c'est pas pour les PME. Moi, je n'ai pas été capable parce que c'est des gens qui font des. C'est une fois par mois, ils passent une semaine complète de travail. Donc, c'est des réunions 4 heures le matin, 4 heures l'après-midi, 5 jours par semaine. C'est vraiment intense. C'est vraiment quelque chose d'extrêmement intense. Donc, ouais, ces standards-là, et ils sont quand même. Le résultat, je trouve, est assez sympa. Donc, ils ont réussi à faire quelque chose qui tient contre la route. Ce qui n'était pas donné au démarrage. Donc, il est très probable que ces standards seront à la base de ce qui va être nécessaire, mais on va voir un an. Voilà. Personne n'y croit, hein, c'est comme d'habitude. C'est compliqué à faire. Mais... Eric, merci beaucoup pour cette intervention. Je crois qu'on peut l'applaudir. L'année prochaine sur l'avancée du standard. C'est avancé. Merci beaucoup.